Bienvenue dans l'univers de Partir au féminin, le podcast qui explore les pensées et émotions des femmes expatriées, ainsi que de celles qui rêvent de sauter le pas. Expatriée depuis plusieurs années en Malaisie, j'ai moi-même traversé diverses étapes émotionnelles qui ont façonné ma perspective sur la vie à l'étranger. Ces expériences m'ont appris que nous sommes tous un peu émotionnellement déstabilisés lorsque nous sortons de notre zone de confort. Au fil de mes échanges avec d'autres expatriés, j'ai découvert que nos parcours individuels sont uniques, mais nos émotions et nos défis sont souvent partagés. À travers des récits authentiques, des introspections, dans un processus de force ou d'épreuve, nous allons explorer ensemble ces montagnes russes émotionnelles en donnant la parole à des femmes formidables qui ont elles aussi cheminé à travers ces eaux parfois tumultueuses de l'expatriation. Aujourd'hui, nous avons Elisa comme invitée spéciale, une femme qui a élu domicile en Malaisie. Elle va partager avec nous ses expériences entrepreneuriales et salariales et nous dira si elle pense qu'il faut tomber pour apprendre. Une source inspirante de sagesse. Moi, c'est Elisa, comme tu l'as dit. Je suis installée en Malaisie depuis 2022. Après plusieurs voyages en Malaisie et en Asie du Sud-Est. Je suis mariée, maman d'un petit garçon. Je suis juriste de formation et actuellement juriste en freelance. Donc j'ai repris mon activité depuis peu après avoir eu mon petit garçon ici en Malaisie. Voilà, notre pays d'adoption. Ça fait un petit moment maintenant qu'on projetait de s'installer à l'étranger et plus particulièrement en Asie du Sud-Est. Donc on est venu pour un petit peu tâter le terrain dans différents pays. Mais on verra si on en parle plus tard. Mais en tout cas, c'était exactement au moment du Covid, donc forcément ça a retardé un petit peu les choses et on a vu les pays entre guillemets qu'on voulait voir, donc notamment l'Indonésie, Singapour et la Malaisie, ça a vraiment été le coup de cœur. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui et très heureux. Comment tu te sens après cette expatriation ? Comment je me sens ? Je dirais que je me sens bien aujourd'hui, à ma place, si on peut dire ça comme ça. Là où je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas très attaché à la géographie, aux endroits, je suis peut-être plus attachée aux gens. Mais finalement, avec le temps, et surtout avec l'expatriation, si on peut dire ça comme ça, je me sens plus attachée à cet endroit-là et j'ai trouvé, je pense, mon équilibre ici, en faisant toujours des allers-retours avec la France et en aimant toujours autant rentrer en France, voir la famille, les amis, etc. Le pays où j'ai grandi, bien sûr. Mais la Malaisie, je m'y sens particulièrement bien pour tout ce qu'elle peut offrir et je pense qu'elle regroupe beaucoup de choses qui me correspondent. Beaucoup de choses qui me correspondent et notamment, ça revient souvent quand j'en parle avec les gens de notre expatriation qui ont des questions à poser, etc. Ça va être beaucoup le multiculturalisme. Là où j'ai vraiment l'impression d'être dans un pays, qui en contient plusieurs en un. En fait, donc j'ai l'impression d'avoir fait limite plusieurs expatriations juste en étant en Malaisie parce que c'est 3 cultures en une, c'est des fêtes tout le temps, des différentes cultures, cette ouverture d'esprit là, je l'ai pas vue ailleurs. Après, j'ai pas voyagé partout dans le monde, mais c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé ailleurs. Qu'est-ce qui te manque le plus dans cette expatriation ? Je pense que ça va être une réponse basique, un peu comme tout le monde. Ça va être la famille et les amis. En tout cas, les amis qu'on a en France. Parce que forcément, le fait d'être à l'étranger, on se crée d'autres amis et on se crée une petite communauté sur place. Mais ouais, globalement, ça va être surtout ça. Pour le reste, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui me manque. On est quand même dans un monde très mondialisé. Donc même si on est attaché à des choses purement matérielles, des produits ou ce genre de choses, il y a toujours moyen de les retrouver. Et puis encore une fois, on rentre en France assez facilement finalement. Donc ouais, je dirais vraiment juste la famille et les amis. Et comme je dis toujours, si la Malaisie, il y avait la famille et les amis en Malaisie, ça serait un pays pour la vie, hein, c'est sûr. Comme tu es un peu, tu es dans l'entrepreneuriat, tu as été aussi dans le salarial. Donc je pense que tu as eu beaucoup d'événements positifs ou négatifs durant ces dernières années. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il faut tomber pour apprendre ?
Alors c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que mon cheminement, si je peux revenir un petit peu dessus, mon cheminement vers l'entrepreneuriat, il s'est fait, on va dire, en différentes étapes avec j'appellerais pas ça des retours en arrière parce qu'au final ça a été hyper constructif, hein, hyper positif, mais j'ai eu des périodes en fait de salariat et d'entrepreneuriat entre les deux, et je suis revenue l'un après l'autre. En fait, il y a plein de choses on peut autant tomber dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, je trouve. La différence, la plupart du temps, c'est qu'en fait, moi, l'impression en tout cas que j'ai eue, c'est que dans l'entrepreneuriat, si on tombe, c'est souvent à cause de nous-mêmes. Là où dans le salariat, on met entre les mains de quelqu'un d'autre finalement notre bien-être de manière générale. Après, j'ai eu, je pense, de la chance parce que je suis tombée dans des entreprises et avec des managers avec lesquels ça se passait hyper bien et j'étais très heureuse en tant que salariée. Hein. Peut-être que moi je vais pas dépeindre comme d'autres l'entrepreneuriat comme quelque chose de libérateur, etc. parce que le salariat c'est horrible, pas du tout. Moi je suis quelqu'un qui m'épanouit beaucoup en entreprise, en équipe, avec des collègues, tout ça c'était quelque chose qui m'allait très bien. Ce que je dis c'est que je suis vraiment un animal d'entreprise dans le sens comme on dit animal politique ou autre. Donc ouais, ça s'est fait en plusieurs fois. Et en fait, je pense que oui, on a besoin de tomber pour apprendre, mais parce que si on tombe pas, on n'apprend pas. Je trouve qu'on prend des informations. Si on réussit tout de suite du premier coup, on va souvent mettre ça sur le dos de la chance, parce que c'est pas... Je veux dire, c'est limite pas naturel en fait de réussir dès le premier coup. Et finalement, on va pas savoir quels ont été les facteurs qui nous ont menés à la réussite en fait. On sait juste que voilà, on a fait ça comme ça, avec tel et tels éléments, dans tel et tel ordre. Mais finalement, on pourra pas dire qu'est-ce qui nous a mené à cette réussite-là. Là où si on chute ou qu'on ne réussit pas, on va itérer, on va changer des choses. Et si là, on refait la même chose, mais en changeant juste un élément, et que finalement ça fonctionne, on pourra mettre sur le dos de cet élément-là la réussite. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, tomber, ça dépend, je pense, de la définition de tomber. Parce que là, par exemple, ce que je dis, c'est pas forcément un échec total, dans le sens lancer quelque chose et puis ça marche pas du tout. Et on va persister, ça va pas fonctionner, donc on pourra faire des changements et ça va pas réussir. Mais tomber, ça peut être juste se tromper un petit peu, pas réussir autant que ce qu'on devait et ensuite s'améliorer pour faire croître son activité ou ce genre de choses. Mais oui, je pense que c'est important et au-delà de l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans la vie de manière générale. Je pense que la vie, c'est un peu une prise de risque. Toutes les décisions qu'on prend finalement, c'est un peu une prise de risque à plus ou moins grande échelle. Donc forcément, il y a des gens qui sont plus ou moins prêts à prendre des risques. Et je sais que notamment l'expatriation, pour beaucoup, c'est une grosse prise de risque et je le comprends totalement. Et souvent, ça arrive à un moment, en tout cas, moi, pour le coup, c'était pour mon cas, c'était un moment où je pense que c'était pas écrit qu'on allait prendre ce risque-là à un moment. C'était un moment de confort où on s'est dit, ok, là, on tombe dans un confort. Est-ce que c'est pas le moment de prendre ce risque-là? Parce que sinon, on ne prendra jamais. Et une fois que le confort, on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Et si j'avais imaginer l'expatriation, peut-être que je l'aurais pas fait si j'avais été plus âgée, si j'avais eu des enfants, etc. Ça aurait peut-être été plus difficile de partir de ce point de vue-là. Mais encore une fois, il faut doser les risques et pour le point de vue du point de vue de l'expatriation, là où moi je trouvais que c'était un risque très mesuré finalement, et encore une fois d'autres diront que c'est pas le cas, c'est qu'on se disait bon si ça marche pas, au pire qu'est-ce qui se passe? On rentre en France. On rentre en France, on cherche un travail, ça va être quelques mois, une année, quelques années de galère, et puis on retombera sur nos pattes. On a la chance de ne pas venir d'un pays en guerre ou en difficulté. Donc c'est un luxe qu'on peut s'offrir de partir à l'étranger et de revenir si besoin. Voilà. Quel a été ton réel déclic pour partir? Franchement, c'est compliqué à dire. Je pense pas que j'ai eu un déclic en tant que tel. Je me rappelle de la période où cette décision, on l'a prise avec mon mari. C'était l'été 2019 et on était en vacances en Algérie. Et je sais pas du tout pourquoi on parlait de ça, mais je pense qu'on a toujours été un petit peu rêveur de ce point de vue-là. On regardait un petit peu ce qui se faisait ailleurs, on aimait voyager, etc. Mais on avait l'occasion de voyager vraiment qu'une fois par an.
parce que voilà, on est contraint par les congés, etc. Et en fait, on se disait non, finalement, est-ce que on n'est pas plutôt pas des voyageurs, mais peut-être plus des gens qui souhaiteraient s'expatrier que des voyageurs, finalement. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, là on est comme je l'ai dit, dans cette routine-là où on a chacun notre travail, on a notre appartement. La suite logique, ce serait tout de suite d'avoir des enfants. Mais finalement, nous, on a ce projet-là avant, en fait. On se voit plus d'abord prendre ce risque-là. Peut-être qu'on n'est pas des gens qui auront pris des risques si on avait eu des enfants déjà. Donc on s'est dit go à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'éléments déclencheurs en tant que tel. Peut-être d'avoir fait un peu le tour chacun de nos différents postes dans lesquels on était. Donc la suite, on s'imaginait peut-être pas reprendre un boulot dans une autre entreprise. Dans le sens, moi par exemple, mon boulot, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'adorais mon équipe, j'adorais la structure où je travaillais, etc. Bien sûr, il y avait des points négatifs, mais c'est un endroit où si j'avais pas quitté la France, je pense que je serais restée très longtemps. Donc ouais, c'était un peu le déclic, si on peut dire ça comme ça, c'est plus une envie de prendre un peu des risques. Ouais. Là où moi notamment, j'ai jamais pris de risques, je trouve, dans ma vie. J'ai suivi un cursus très classique, j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait mes études de droit, j'ai fait des stages, j'ai terminé, je suis rentrée en entreprise. En fait, je me disais mais j'ai jamais eu un petit coup de folie finalement, et donc c'est peut-être le moment de le faire. C'est peut-être le moment de le faire avant de rentrer dans du encore plus sérieux, parce que peut-être que je voyais les choses comme ça. Pour moi, avoir des enfants, c'était ouais, les choses sérieuses qui commencent, c'est-à-dire la vraie vie d'adulte finalement, tu vois. J'ai toujours eu cette impression-là d'être, avant en tout cas d'avoir, mais même maintenant, maintenant que j'ai un enfant, j'ai toujours l'impression d'être un peu une enfant, de pas forcément être une adulte comme on s'imagine la vie d'adulte. Et ouais, je pense que c'était ça le déclic, une petite envie de prendre des risques et de voir ce qui se passe ailleurs. Et de sortir de sa zone de confort peut-être aussi, un peu. Parce que comme je l'ai dit dans mon parcours, je suis jamais sortie de ma zone de confort. J'ai voulu partir à l'étranger quand j'étais en études. Mais franchement, je suis pas quelqu'un qui aurait pu partir seule. Donc je l'ai pas fait juste pour ça. Donc ouais, c'était un peu ça. Envie de prendre des risques un peu. Est-ce que tu penses qu'avoir été à deux t'a poussé à sortir de ta zone de confort ? Oui, carrément. Carrément, je l'aurais jamais fait seule. Vraiment, je l'aurais jamais fait seule. Je vois des gens qui le font seuls, qui partent à l'étranger pendant leurs études, qui partent vraiment au bout du monde. Je sais pas si c'est générationnel, je suis pas très vieille non plus, mais je vois des plus jeunes qui partent, et notamment des filles. Et moi, je me dis, mais waouh, j'aurais jamais été capable de le faire quand je m'imagine à leur âge, en fait, à 20 ans, 21, 22, 23. J'aurais jamais été capable de le faire seule. Et oui, d'être à deux, d'avoir la même envie aussi, parce que je trouve que ce qui est difficile, c'est de se retrouver à un bon moment, à un moment où tous les deux on est dans cette envie-là. C'est compliqué. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de partir à l'étranger, mais qui sont pas forcément en phase avec leur conjoint ou leur conjointe sur cette question-là. Donc ça a été important. Et puis aussi notamment parce que c'est beaucoup d'épreuves, donc faut être capable de les partir à l'étranger. C'est pas facile. Ça dépend bien sûr comment on part. Hein. Il y a des manières plus faciles de partir si on part en tant qu'expatrié avec son entreprise qui nous envoie, bien sûr, c'est un cheminement un peu plus simple, mais nous c'était pas le cas. C'était partir tout lâcher et recommencer un petit peu à l'étranger, se lancer dans l'entrepreneuriat, donc moi notamment en freelance. Donc ouais, beaucoup de risques et du coup beaucoup d'épreuves à surmonter. Et donc ça fait appel, je pense, à de la patience, et ce que je ne suis pas forcément. Je pense pas être quelqu'un de très patient. C'est quelque chose c'est une chose sur laquelle je travaille. Mais oui, être à l'étranger, ça veut dire ne pas avoir le soutien de ses proches, des gens dont on a l'habitude, de sa famille, de ses amis, ne pas pouvoir les appeler à n'importe quelle heure, parce que par exemple en Malaisie notamment, on est très loin. Donc si on a un moment de doute, etc., on se retrouve à deux. Et il faut avoir quelqu'un qui est capable d'entendre nos questions, d'entendre nos j'allais le dire en anglais. J'allais le dire en anglais, comment on dit, nos doutes, voilà, nos doutes, tout ce qui ne va pas, et voilà, et un peu se compléter de ce point de vue là. Ça veut dire être un peu capable de prendre en compte quand l'autre est dans un moment de doute, et voilà, et rebasculer et faire un peu tampon. Parce que au mieux on n'a pas des moments de doute en même temps. C'est quand même pas mal, mais ouais, ça fait vraiment comme je disais, travailler la patience de manière générale. Il faut y être prêt, il faut y être préparé, je pense. Ça vient d'où la patience ?
C'est une très très bonne question. Ça vient d'où la patience? Moi je répondrais en tant que personne qui, je pense, n'est pas particulièrement patiente à l'origine, ou en tout cas ça dépend des situations et des personnes, puisque je pense que tout le monde ne mérite pas notre patience, ou toutes les situations ne sont pas forcément faciles. C'est pas facile d'être patiente par rapport face à n'importe quelle situation. Je dirais que la patience, c'est un choix en fait. Finalement, avec le temps, comme je disais, je pensais pas être quelqu'un de patient de manière générale. Mais dès lors que j'ai choisi un petit peu de travailler sur ça, sur la patience, je me suis dit ok, ça vient de moi en fait. Il y a que moi qui peux jouer sur ma patience, apprendre à relativiser et à me dire que ok, il y a plus grave, que ça va aller, que c'est qu'un moment en fait, que c'est que momentané, parce que tout est momentané, même des moments difficiles, même des moments de souffrance, c'est momentané, ça s'arrête à un moment. Et prendre du recul aussi par rapport à la chose. Donc je dirais que ça vient de nous-mêmes, parce qu'on peut travailler dessus et qu'on a peut-être cette tendance-là toujours à se dire je suis comme ça, donc il faut que je m'accepte absolument comme ça et que les gens m'acceptent absolument comme ça. Mais non, on peut travailler sur soi-même et améliorer les choses qu'on a envie d'améliorer. Si demain j'avais pas eu envie d'améliorer ma capacité à être patiente, je l'aurais pas fait. Mais c'était quelque chose qui était important pour moi, parce que je pense que pour le bien-être de manière générale, la patience c'est une vertu incroyable. Vraiment, c'est une vertu incroyable qui va avoir un impact sur déjà son bien-être intérieur, mais aussi sa relation aux autres en fait. Parce que la patience, on la travaille envers soi-même, c'est important, mais on la travaille aussi envers les autres. Et donc ça peut améliorer des relations qu'on va avoir avec les autres. C'est aussi faut avoir l'envie de la demander, cette patience. Et je pense que en tant que croyante, c'est quelque chose que je vais demander à Dieu, de m'accorder cette patience là, parce que je sais, en apprenant à me connaître, que c'est pas ça va pas être mon réflexe d'être patiente face à une situation, donc de la faire devenir mon réflexe quand il m'arrive quelque chose. C'est-à-dire quand il arrive quelque chose de contrariant, une difficulté, etc. Prendre le temps d'accepter la chose, de réfléchir tout doucement, etc. Et aussi me rendre compte avec le temps, et peut-être en vieillissant un petit peu, que perdre patience, ça apporte rien en fait, au final. Ça apporte rien, ça va pas régler la situation en tant que telle. Donc si ça n'a pas d'intérêt, c'est que la patience, elle, au contraire, a un intérêt et permet de faire des meilleurs choix et d'avoir des meilleures réactions face à des choses. Donc ouais, je dirais que ça vient de nous. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou dire quelque chose à quelqu'un qui t'écoute en ce moment et qui aimerait s'expatrier ou qui pense à s'expatrier? Je pense que je veux pas lancez-vous, mais n'ayez pas trop peur, n'ayez pas trop de crainte. Notamment, je pense que là, les gens qui nous écoutent, globalement, ça doit être des francophones ou des Français. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça paraît être un énorme risque, notamment si vous avez des enfants et une famille. Mais je pense que il y a moyen de faire doucement. C'est-à-dire de pas partir du jour au lendemain, de pas partir sans avoir étudié le pays où vous voulez aller. Et quand on dit étudier, c'est pas simplement venir quelques semaines en vacances, c'est venir voir la vie comme quelqu'un qui y vit. Parce que souvent on peut avoir cette impression-là et se dire ah là là, j'étais en vacances dans cet endroit, je me verrais y vivre, mais c'est totalement différent. Nous, pour donner un exemple, la fois où on était venu en Malaisie, on est resté plusieurs mois, et en fait quand on est parti, qu'on a fait ce choix-là de partir, on savait qu'on voulait partir mais pas encore exactement où, on s'était dit on reste quelques mois et on vit comme des locaux, comme des gens installés sur place. C'est-à-dire, on prend un appartement, on fait nos courses, toutes les choses basiques finalement qui vont être votre quotidien. Je pense qu'il faut vraiment les faire. Essayer de rencontrer des gens qui vivent sur place, etc. Leur demander un peu leur avis, mais pas se baser 100% sur leur avis, dans le sens où on est tous très différents. On attend des choses très différentes de la vie. Et même si vous choisissez le même pays que d'autres personnes, c'est pas parce que vous choisissez le même pays et que vous y trouvez les mêmes avantages et inconvénients que finalement vous allez y vivre pareil. Donc je dirais, lancez-vous, informez-vous bien avant, mais encore une fois,
que ce soit en famille ou seul, parce que j'ai vu beaucoup d'amis à moi s'expatrier avec des enfants de plus ou moins jeunes. Les enfants s'adaptent très très bien tant qu'ils ont leur base qui est derrière eux et leurs parents. De manière générale, ils le vivent très bien, et même un retour en France, ils le vivront tout aussi bien à partir du moment où c'est expliqué et que les parents sont à côté. Donc je dirais se préparer, mais se lancer, tout en se disant que au pire l'échec c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est revenir en France, donc c'est pas un échec. Et voilà, c'est tout. Revenir en France peut faire partie du cheminement? Oh oui, complètement. On est revenu en France, nous, entre-temps, pour le coup. Comme je le disais, on est parti au moment où c'était le Covid, donc on est tombé en plein confinement, on est parti, et le lendemain, dès qu'on est arrivé à Kuala Lumpur, les frontières fermaient. Il y a eu confinement total pendant plusieurs mois. Donc on est revenu en France en 2021, on est resté un petit moment en France jusqu'à pouvoir repartir, et on va dire que ça a fait que décupler notre envie de s'installer, parce que finalement quand on apprécie quelque chose et qu'on a un premier échec entre guillemets, en fait on a envie de tout redonner pour repartir, surtout si on a apprécié l'endroit. Donc au final c'est pas tellement un échec que ça, parce que ça nous permet de mieux revenir finalement. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Elisa. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, partagez-le et restez à l'écoute pour plus d'histoires inspirantes sur Partir au féminin. À bientôt!